Bonsoir à tous et bienvenue dans votre quotidienne de ce lundi 11 mars. Ce week-end, la tempête Monica a balayé le sud. Dans le Gard et en Ardèche, 4 morts sont à déplorer et 3 personnes demeurent portées disparues. Les recherches sont poursuivies aujourd'hui pour retrouver ces 3 personnes, dont 2 enfants. L'homme retrouvé ce matin est sans doute le père de famille emporté par les flots du Gardon, après avoir tenté de traverser un pont submersible dans le village de Dion, au nord de Nîmes, samedi soir. La mère de famille, âgée de 40 ans, avait-elle été sauvée, mais les 2 enfants de 4 et 13 ans restent encore introuvables à ce jour. À Saucé-les-Pins aussi, une tornade a sévi dans la nuit de samedi à dimanche. Sur les 7000 habitants de la commune située sur la Côte Bleue, aucune victime n'est à déplorer, mais une quarantaine d'habitations ont été touchées. Reportage Nordine Ali Saïd. Pierre fait partie des 40 sinistrés de Saucé-les-Pins. Il assiste impuissant aux agents de la métropole qui essayent de déblayer les dégâts. Il est évident que quand j'ai été averti, j'étais encore dans un sommeil tranquille qui s'est ensuite transformé en gros problème pour moi, pour régler cette affaire. Lui, normalement, il est là. Quand il est main, il a été déplacé. Là. Pour Gilles, chauffeur taxi depuis plus de 2 mois, les conséquences matérielles de ce vent violent sont dramatiques. Il avait mis plus de 10 000 € pour s'acheter son véhicule professionnel. Le toit il s'est arraché et il est tombé sur ma voiture, comme vous voyez là. Un peu dégoûté parce que c'est sûr, c'est mon véhicule de travail. Donc là, je pars dans des procédures où il falloir voir un autre véhicule, faire réparer celui-là. Pompiers, police municipale, élus et agents de la métropole ont travaillé depuis environ 5 h du matin pour aider les sinistrés, sans compter sur la solidarité de toute la ville. Maxime Marchand, maire de la commune de 7000 habitants, nous fait part de son soulagement. Dieu merci, on n'a pas eu de soucis, on n'a pas eu de blessés graves, on n'a pas eu de morts et ça c'est vraiment le plus important. Nous avons nos services qui sont venus élaguer les arbres, dégager les routes. Les pompiers ont travaillé toute la matinée pour mettre en place des bâches pour que l'ensemble des maisons qui avaient été touchées retrouvent une isolation pour ce soir et ne soient pas envahies par l'eau ou le vent. Donc non, vraiment tout le monde a été à la hauteur. Je tiens une nouvelle fois à féliciter tout le monde pour ça. La mairie incite tous les Saucetois à leur faire un courrier afin que ce phénomène soit répertorié en catastrophe naturelle. Les résidents qui ont vu leur habitation frappée gravement ont pu être relogés. Notre reporter Michel Montagne était lui aussi à Saucé-les-Pins cet après-midi pour prendre la température à J+1. Il est avec Jean-Christophe Petit, responsable de la police municipale et directeur du pôle sécurité. Et donc Sandrine, vous l'avez dit, je suis en compagnie de monsieur Jean-Christophe Petit, alors responsable de la police municipale. En tant que tel, monsieur Petit, vous avez connu la tornade de 2018, qui est la précédente. Et est-ce qu'on est dans le même cause, même effet? Alors non, en termes d'intensité, celle-ci était moindre. En 2018, elle était plus impactante. On avait été obligé d'accueillir beaucoup plus de personnes. Notamment, un train qui avait été impacté par une chute d'arbres. Et ensuite, il y a aussi au niveau de la circulation et tout ça, c'était sur un axe principal, alors que là, c'était des axes secondaires. Cependant, celle-ci était quand même traumatisante, justement, pour les sinistrés, bien sûr. Alors qu'ici, on est dans le haut de Saucé, le quartier Le Brûlot, c'est ça, c'est celui qui a principalement été touché. Voilà, tout à fait. C'est une zone résidentielle, et donc, en plus, c'est un sans issue, et donc, en fait, ce n'est pas une voie principale, bien sûr. Alors, vous avez accompagné le maire, vous êtes sur le pont, j'ai envie de dire, depuis le début. Vous avez accompagné le maire dans la visite des victimes. Comment ça se passe pour elle? Qu'est-ce que vous ressortez de ça, de ces visites? Eh bien, au milieu de la nuit, bien évidemment, les victimes, notamment les plus âgées, étaient stressées et malgré tout traumatisées. Et puis, au fil de la matinée, une fois que les pompiers sont intervenus pour enlever les tuiles, pour recouvrir de bâches, on a senti une sérénité un petit peu plus importante, en fait. Elles étaient plus apaisées, bien sûr. Quand ils ont vu les pompiers, quand ils nous ont vus, quand ils ont vu après des élus aussi sur place, tout ça, ça rassure. Après, avec des mots en disant, de toute façon, avec les conseils d'accueil, de relogement si nécessaire, bien évidemment que ça rassure la population. Est-ce qu'il y a eu des petits ratés ou globalement les services ont bien fonctionné? Alors globalement, les services ont même très bien fonctionné. Donc les secours bien évidemment, les pompiers, mais aussi donc nous les services de sécurité, la police municipale, la métropole. Donc le service de nettoyage s'est mis en œuvre dès le petit matin, et ainsi que aussi les services techniques pour la découpe des branches d'arbres et tout ça. Eh bien merci monsieur Petit, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Quant à l'état de catastrophe naturelle demandé par la mairie, il est encore trop tôt pour connaître la réponse des autorités compétentes.
Grosse perturbation des traversées entre Marseille et la Corse depuis ce matin. Les marins de la Méridionale et Corsica Linea sont en grève. Les passagers ont été prévenus par les compagnies. Le trafic pourrait reprendre mercredi, mais une prolongation du mouvement n'est pas exclue. Pour parler des revendications, nous avons contacté Frédéric Alpozzo, secrétaire général CGT Marins de Marseille. La Méridionale a une entente avec Corsica Linea qui veut ouvrir une ligne au départ de Toulon à destination de la Corse, en dehors de la délégation de service public, où la même ligne se fait au départ de Marseille. Donc c'est une ligne qui en réalité va être déficitaire, mais ça permettrait de remettre en cause les délégations de service public, ce qui va dans le sens de la politique du gouvernement. Ça autoriserait les armateurs à utiliser demain, en dehors du service public, n'importe quel pavillon international sur les liaisons à passagers et fret entre Marseille et la Corse. La même opération se met en place avec les lignes d'Afrique du Nord. Les délégations de services publics sont attaquées de façon permanente par Corsica Ferry auprès des tribunaux et de l'Union européenne en matière d'aide d'État. Et donc ça permettrait effectivement de lui donner raison en entente entre armateurs. Et donc les délégations de services publics seraient condamnées au départ de Marseille et la Corse. Et ça aurait des conséquences pour l'emploi des marins aussi bien en Corse que sur le continent. En grève également pour les mêmes raisons, Maritima, pas votre média, rassurez-vous, mais la société d'avitaillement des paquebots dont le siège est à Port-de-Bouc. Une assemblée générale est prévue demain matin pour décider de la continuité du mouvement chez les marins. Dans l'actualité nationale, le modèle fin de vie vu par le président de la République va être présenté en avril. Il comporte un accès avec de nombreuses conditions selon les propos du chef de l'État rapportés dans les journaux Libération et La Croix. Sont concernés par l'aide à mourir les patients majeurs capables d'un discernement plein et entier, atteints d'une maladie incurable avec pronostic vital engagé à court ou moyen terme et subissant des souffrances réfractaires, comprenez, ne pouvant être soulagés. À noter que les mineurs et les patients atteints de maladies psychiatriques ou neurodégénératives qui altèrent le discernement comme Alzheimer en seront exclus. À l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, vendredi 8 mars, un rassemblement a eu lieu au tribunal judiciaire de Marseille. Objectif, demander la libération des otages à Gaza, alors qu'un rapport inquiétant de l'ONU a été publié la semaine dernière sur de probables violences sexuelles commises sur les victimes du Hamas le 7 octobre dernier. Fabienne Bendayan, présidente du CRIF Provence, a organisé l'événement. Elle répond aux questions de notre reporter Bérénice Vazac. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. C'est une journée où on célèbre les conquêtes et les victoires des femmes. Mais c'est également une journée où on rappelle qu'il y a un long combat à mener, notamment pour combattre les injustices qui persistent. Et au rang des injustices qui persistent, il y a justement la cause des femmes israéliennes qui ont été victimes le 7 octobre, de celles qui aujourd'hui encore sont privées de liberté, de dignité, qui sont retenues en otage du Hamas. Et donc il était important qu'on s'associe à cette journée internationale des droits des femmes pour manifester bien sûr notre solidarité avec toutes les femmes, rappeler le combat de chacune d'entre elles. Vous pouvez retrouver l'interview dans son intégralité sur notre site maritima.fr. À Martigues aussi, le 8 mars était à l'honneur. Une cinquantaine de personnes se sont rassemblées pour lutter contre le sexisme à l'hôtel de l'agglomération. Reportage sur place de Nordine Ali Saïd. Ils étaient là pour une conviction, la liberté des femmes. Myriam ne se voyait pas rater cet événement, plus qu'essentiel pour elle. Beaucoup de femmes qui ne disent rien, qui ont peur. Et je pense, en étant là, je parle un peu pour elles. Elles sont jamais contentes. Tu leur donnais ça, elles veulent ça. Oh, ça va, on peut plus rien dire. Le sujet est sensible, mais l'ambiance reste festive. Présent, le groupe de jazz à Cool Sax ou la troupe de comédiennes amateurs entraînée par Marizoa. Pour l'autrice, comédienne et intervenante à Port-de-Bouc, il est essentiel de faire passer les revendications avec habileté et légèreté. C'est aussi
une sorte de revenge, mais en même temps une vengeance très gentille, puisque c'est, ou en tout cas intelligente, par le verbe. C'est une vengeance par le verbe. Ces événements dureront 1 mois entre Martigues et Port-de-Bouc, même si pour le maire Martégal, ce n'est pas assez. Demain, il faut transformer ça d'1 mois passer à 12, tout simplement. Et là, ça sera gagné. Bon, voilà, il y a encore un peu de temps, mais on a la volonté de s'y mettre et d'avancer ensemble dans cette perspective. Cette semaine, les festivités continueront. Au programme, des concerts et projections cinématographiques avec le même but, lutter pour la liberté, l'égalité et la prospérité de toutes les femmes du monde. Allez, on reste à Martigues avec la mobilisation contre la fermeture annoncée du bureau de poste à Ferrières. Ils étaient plus d'une centaine samedi matin à manifester leur colère et dénoncer un démantèlement organisé du service public postal. Explication de Rémi Chappe. Je le dis simplement, nous sommes chez nous. C'est un service public. Nous le défendrons toujours. Gaby Charroux, vous venez de l'entendre, ne cachez ni sa colère à l'égard de la direction départementale du groupe La Poste, ni sa détermination d'obtenir le maintien du bureau de Ferrières qui interviendrait 3 ans à peine après la fermeture de celui de l'Aveyra. Pour le maire de Martigues, il s'agit là de l'aboutissement d'une véritable politique de démantèlement. Le public, évidemment, vient moins ici parce que leur courrier ou leurs colis sont acheminés par d'autres systèmes, d'autres procédures. Et ensuite, ce qui vient en conséquence, c'est l'explicitation que, comme il n'y a plus personne, alors on va fermer le bureau. Ceci est purement juste scandaleux. Malheureusement, Martigues-Ferrières n'est pas le seul bureau concerné par une éventuelle fermeture. Ceux de la Porte d'Aix et de Saint-Ferréol à Marseille sont également menacés, alors que pour les syndicats, l'argument avancé de baisse de la fréquentation ne tient pas. Pascal Rosette, représentant départemental du personnel CGT. Effectivement, il y a bien une baisse, mais qui ne justifie en aucune manière les fermetures de bureaux. Nous avons quand même, si on prend l'exemple de Martigues-Ferrières, 170 usagers par jour qui rentrent dans les bureaux pour faire une opération postale. En termes de service public, en termes d'opérations financières basiques, elles ne pourront être effectuées dans un rayon de 10-20 km. Ce n'est pas acceptable pour les Martégots. Après 2 courriers sans réponse adressés par le maire, un rendez-vous avec la direction départementale du groupe La Poste devrait se tenir cette semaine à Martigues. Tous les usagers sont appelés à se mobiliser pour obtenir le maintien du bureau. On ouvre une page sportive à présent avec l'Olympique de Marseille. L'effet Gasset ne faiblit pas et l'OM a enchaîné hier soir une 5e victoire consécutive depuis l'arrivée du nouveau coach. Succès face à Nantes, 2-0 dans une rencontre plus difficile que l'indiquait le classement et durant laquelle Pierre-Emerick Aubameyang a signé un nouveau doublé. Soirée victorieuse, propos recueillis par Karim Attab. Il faut savoir les gagner ces matchs-là. Je trouve que c'est très important. Aujourd'hui, voilà, on savait qu'on allait jouer contre une équipe de Nantes qui a besoin de points, qui se bat pour le maintien. Aujourd'hui, on savait que ça allait pas être un match évident, et puis on a su le prendre comme il le fallait, marquer rapidement, et puis après on a notre attaquant en forme qui réalise un doublé, et bon, on est tous contents pour lui. Pour ma part, je suis là depuis pas très longtemps, mais je vois qu'il joue à un très haut niveau, il est en feu en ce moment. Il nous fait beaucoup de bien, aujourd'hui encore un doublé, tout le mérite est pour lui et aussi pour les partenaires qui l'ont servi. Et on est trop contents qu'il continue comme ça à nous aider à gagner les matchs. C'est le joueur. Dans toutes les équipes, vous avez le joueur. Donc vous mettez le joueur là où il aime, et après vous construisez l'équipe. C'est la personne qui nous fait bien jouer, qui marque les buts, qui s'il faut travailler, il revient travailler. C'est la générosité même. Mais c'est le joueur de l'effectif. Jeudi, vous allez à Villarreal avec une avance de 4 buts. Est-ce que c'est fini ? Et non, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Là, voilà, faut y aller avec le même état d'esprit qu'au Vélodrome. Voilà, il faut aller décrocher quelque chose, et puis voilà, comme je disais, dans la continuité de ce qu'on fait, on peut pas se permettre d'y aller un peu petit bras. Voilà, faut y aller costaud et revenir avec quelque chose, et puis après on enchaîne avec Rennes, et puis après on pourra se reposer un peu à la trêve. L'OM est 7e au classement à 4 points de Lille, 4e de Ligue 1. Monaco est à 6 points des Marseillais. Prochain match, le 8e de finale, retour de Ligue Europa à Villarreal. Jeudi soir, Maritima sera présent.
On passe au handball en Pro League, 2e division. Istres s'est imposé ce vendredi de 2 points d'écart, 34-32 face au Mosellan de Sarrebourg. Istres 3e recevait le 12e du classement dans une halle polyvalente pleine à craquer. Reportage de Nordine Ali Saïd. Une victoire, signe de soulagement pour Vincent Gérard et ses coéquipiers après ce match gagné face à Sarrebourg 34-32. Une première période très accrochée où Istres, 3e du classement, a été tenu en échec face au 12e avec un score de 16 partout. On explose un peu de tous les côtés, en défense, en attaque, dans les buts, il n'y a plus rien qui va. Donc il était temps que la mi-temps se finisse, la première mi-temps, parce qu'on était vraiment dans une spirale plutôt négative. En seconde période, les Violets avec un grand Teko Schroeder, auteur de 8 buts, et un Joseph Folkes inspiré avec 6 buts, profitant des belles récupérations de balles de leur équipe. Plus 6 à quelques minutes du coup de sifflet final, grâce notamment à un Vincent Gérard XXL et le capitaine Thomas Thésaurier en pleine forme. Les hommes de Gilles Dereau tiennent la baraque. Les Mosellans luttent farouchement pour une fin de match explosive qui se finit à 34-32 pour les Istréens. 9 victoires en 8 matchs pour les Provençaux, les supporters sont heureux. C'était top, un beau match, et puis la photo avec Vincent, ils sont super contents les enfants. Il a été sympa de se prêter au jeu et on s'est régalé, on a passé une belle soirée. 4e victoire de rang pour Istres, qui selon son capitaine, doit viser plus haut dans cette fin de saison. Moi l'objectif personnel c'est la montée, après voilà, je suis pas quelqu'un qui me cache des pseudo-playoffs ou quoi, moi j'ai envie de jouer à l'NH. Les Violets, installés dans le top 6 pour les playoffs, gardent leur 3e place de Pro League. Prochain match le vendredi 22 février avec un déplacement périlleux face à Cherbourg, 5e de cette 2e division de handball. Allez, avant de se quitter, de vendredi à dimanche, la Japan Expo se déroulait au Parc Chano et comme chaque année, des milliers de visiteurs rivalisent de créativité autour du cosplay, cet art de se déguiser en personnage de fiction. On regarde ce reportage sur place d'Adrien Etiamble. Ici, à la Japan Expo, on retrouve de la nourriture asiatique, des jeux vidéo, des mangas, mais surtout des cosplays. En passant d'un personnage de manga à celui d'un jeu vidéo comme Mario ou Luigi, tous sont représentés. En rouge de la tête aux pieds et maquillage sur le visage, Stélie enchaîne les photos. Alors du coup, je suis en Charlie Morningstar de la série Has Been Hotel. C'est une sorte plutôt de série pour adultes qui se passe en enfer. Et là, donc là, je suis la princesse des enfers. Ces costumes souvent très élaborés prennent parfois de nombreuses heures de préparation et coûtent souvent très cher. Alors plusieurs personnes, comme Vincent, les fabriquent. C'est le premier cosplay que je n'ai pas acheté, que j'ai entre guillemets fait moi-même en achetant des vêtements et que j'ai modifié pour que ça ressemble le plus possible au costume. Pour Julie, faire du cosplay, c'est aussi une façon de rencontrer du monde et d'appartenir à une communauté. C'est un moyen pour nous d'incarner un personnage à l'extérieur, sans se sentir jugé par l'extérieur aussi. Et aussi, c'est un moyen aussi d'exprimer un petit peu ce qu'on ressent, de partager aussi notre univers à d'autres et aussi de découvrir d'autres passionnés pour avoir aussi plusieurs contacts et aussi avoir des amis, des futurs amis ou même un groupe d'amis qui se forment par la suite. Et c'est ça aussi qu'on aime aussi à la Japan Expo, c'est les rencontres. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo. Excellente soirée, à demain.